Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Surface Slate en vue des élections européennes de juin 2024 pour couvrir la campagne en cours, décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique auquel vont participer près de 360 millions d'électeurs. Nous nous retrouvons chaque semaine avec Jeannette Zus, chercheuse au CERFA et à l'IFRI. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. Plus petit groupe du Parlement européen avec seulement 37 eurodéputés, la gauche européenne milite pour ce qu'on appelle une autre Europe et s'oppose à une union qu'elle décrit dans ses discours comme antidémocratique et trop libérale. Alors quel projet politique européen porte cette gauche de la gauche en France et en Allemagne? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Patrick Moreau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes franco-allemand, docteur en histoire, docteur en sciences politiques et chercheur au CNRS ainsi qu'au Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe. Vous avez rédigé une étude publiée par la Fondapol sur la nouvelle alliance autour de Sarah Wagenknecht, une figure montante de la gauche allemande, on va le voir ensemble. À vos côtés, Simon Braun. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Bonn, en Allemagne. Vos recherches portent sur les partis politiques français et sur la politisation croissante de l'Union européenne. Votre thèse est notamment consacrée au rôle de la question européenne dans la restructuration du système des partis en France depuis 2017. Pour commencer notre épisode aujourd'hui, j'aimerais bien vous poser la question, Monsieur Moreau. Il y a ce nouveau parti, en fait, cette nouvelle alliance auprès de la politicienne Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, le BSW, qui est susceptible d'aborder une partie significative de l'électorat de l'extrême droite avec le parti de l'AfD et qui marche sur les plates-bandes du parti de gauche Die Linke, donc la gauche traditionnelle en Allemagne. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer déjà ce que c'est cette nouvelle alliance Sarah Wagenknecht et comment analysez-vous cette percée du parti? Je pense que Sarah Wagenknecht aurait clairement reconnu d'abord l'intensité de la crise, je dirais politique, du système politique allemand, et elle a, en fait, en étudiant la sociologie de l'AfD, découvert qu'il y avait un potentiel électoral d'origine, je dirais mobile, essentiellement composé d'ouvriers, de gens du quart-monde et qui sont à la recherche d'un parti de représentation. Et ni la social-démocratie, ni Die Linke n'offraient une chance, si vous voulez, pour ses électeurs de s'exprimer. Donc elle a décidé de fonder un parti et évidemment, elle se heurte tout de suite à l'AfD, d'où je dirais une similitude d'un certain nombre de thèmes, c'est une des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, un certain nombre de thèmes qui sont apparemment communs et qui lui ouvrent en fait un champ politique tant à l'ouest qu'à l'est, mais surtout à l'est. Très bien, donc ça veut dire qu'on a 2 partis maintenant de l'extrême gauche en Allemagne, alors qu'en France, comment ça se présente, Simon Braun? Où se situe LFI aujourd'hui sur l'échiquier politique en France et pour les élections européennes? Oui, en fait, la gauche française, elle est en pleine restructuration. Depuis 2017, la France insoumise semblait avoir remplacé le PS en tant que force majoritaire à gauche. Mais les élections européennes pourraient modifier le rapport de force. Car suite à l'implosion de la NUPES en octobre 2023 et au vu de divergences profondes sur l'Europe, les différentes composantes de la NUPES, c'est-à-dire les écologistes, les communistes et les socialistes, ont décidé de mener leur propre liste aux européennes. Et les insoumis et leur tête de liste Manon Aubry, ils ont regretté cette décision. Et si on regarde les sondages, on comprend très bien pourquoi. Parce que les sondages donnent les socialistes à 14%, soit le double des insoumis, qui d'ailleurs sont talonnés par les Verts dans les sondages. Donc la France insoumise risque de perdre son hégémonie à gauche, ce qui doit l'inquiéter en perspective de la prochaine présidentielle et d'une potentielle nouvelle candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est loin de faire unanimité à gauche. Mmh. Moi, je parlais de l'extrême gauche tout à l'heure. Est-ce qu'il faut peut-être plus parler de gauche populiste? Comment situer en fait ces mouvances sur l'échiquier politique? Les partis politiques peuvent être classés soit selon leur position dans le système partisan, soit selon leur stratégie politique. Et LFI, Die Linke sont clairement d'extrême gauche dans le sens qu'ils se placent à gauche de la gauche traditionnelle, c'est-à-dire du PS en France et du SPD en Allemagne. Pour le BSW, c'est plus difficile à dire car il combine des positions de gauche sur le plan économique avec des positions de droite sur le plan sociétal. Et Madame Wagenknecht, d'ailleurs, se considère elle-même comme conservatrice de gauche. En ce qui concerne l'étiquette populisme, on peut surtout l'attribuer à l'LFI et au BSW,
parce qu'ils recourent largement à des stratégies populistes dans leur rhétorique. En revanche, le populisme est aujourd'hui moins répandu dans Die Linke, ce qui s'explique principalement par le fait que les populistes du parti a quitté Die Linke avec Madame Wagenknecht. Simon Braun ou Patrick Moreau, peut-être que l'un d'entre vous aura la réponse. Est-ce qu'on peut comparer Die Linke et le BSV en Allemagne à la NUPES en France? J'ai l'impression que cette gauche de la gauche, a un poids plus important en France qu'en Allemagne, comme on a pu le voir par exemple lors des dernières élections législatives et présidentielles en France. Est-ce que, en gros, la gauche de la gauche pèse plus en France qu'en Allemagne? C'est très difficile parce qu'il faut quand même tenir compte, du potentiel qui est en train d'apparaître autour de madame Wagenknecht. Dans les sondages quand même, elle progresse très, très, très rapidement et si on fait une géographie régionale, on voit quand même que dans les nouveaux Bundesländer, elle va, certainement, effectuer une percée importante et elle va, je dirais, en conséquence, pratiquement anéantir Die Linke. Donc, je pense que c'est un parti qui est en plein développement et qu'il faut le suivre de très, très près pour toutes ces raisons. Alors je vais peut-être revenir, si vous voulez, sur un certain nombre d'anecdotes sur les liens entre, LFI et madame Wagenknecht. Donc si vous voulez, madame Wagenknecht, a vu dans Jean-Luc Mélenchon pratiquement, un archétype, si vous voulez, du modèle, de transformation de la société française et elle a pensé, qu'effectivement Mélenchon pouvait, véritablement, peut-être arriver au pouvoir, au présidentiel. Donc elle s'est inspirée un petit peu de ce modèle, elle l'a dit. Elle s'est inspirée aussi, dans le passé du mouvement, des gilets jaunes, mais je pense qu'actuellement, il y a de trop fortes différences qui sont apparues entre les 2 groupes, surtout autour de la question de l'immigration et que la compatibilité qui avait été celle du passé est maintenant plus ou moins, abandonnée. Donc ça, c'est la question de la compatibilité entre les 2 gauches en Allemagne et vous avez parlé de l'importance, notamment pour l'Allemagne de l'Est, de cet électorat, qui est en train de changer potentiellement, donc il y a une mutation aussi. À quel point, en fait, est-ce qu'il y a un alignement ou des similitudes entre le discours de cette nouvelle extrême gauche et celui de l'extrême droite? Parce que c'est notamment l'extrême droite qui a le vent en poupe en Allemagne de l'Est, monsieur Moreau. Oui, alors de toute évidence, la liste, si vous voulez, des thèmes communs sont quand même, surprenants. Bon, évidemment, le nationalisme, madame Wagenknecht est une nationaliste. Il y a une critique de l'Europe de Bruxelles, une critique du capitalisme apatride, un anti-américanisme. C'est aussi une position qui est sensible dans de très, très nombreux partis nationaux populistes en Europe, mais pas partout. Une orientation pro-russe, là aussi, c'est pas vrai partout. Un rejet de l'immigration, qui est un thème alors absolument fondamental, et un rejet du wokisme. Donc ça fait quand même beaucoup de thèmes communs, mais il faudrait voir en profondeur et les sondages qui sont à notre disposition montrent qu'effectivement les contenus sont identiques en termes de titres, mais ne sont pas nécessairement les mêmes, lorsqu'on les analyse de très près. On parle de gauche nationaliste, pourtant la gauche de la gauche en France a toujours été plutôt internationaliste, que ce soit la gauche trotskiste ou la gauche communiste du Parti communiste français par exemple. Comment expliquer ce souverainisme qui semble poindre? Est-ce qu'il y a eu un changement de paradigme dans la gauche française? Ben, en fait, les 2 familles politiques, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche aujourd'hui, d'un certain point, les 2 défendent des positions souverainistes, dans le sens qu'ils demandent un retour des compétences européennes au niveau national, mais leurs positions sont toutefois très bien distinctes. Parce que le souverainisme d'extrême droite se fonde sur un nationalisme culturel et ethnique et exige par exemple la fermeture des frontières pour protéger la prétendue homogénéité des peuples européens. En revanche, le nationalisme de gauche repose sur une conception économique et territoriale de la nation, c'est-à-dire qu'ils perçoivent les transferts de souveraineté en matière de politique économique et monétaire comme une menace pour les droits sociaux au niveau national. C'est pourquoi les partis d'extrême gauche plaident pour une reprise en main de la souveraineté nationale dans ces domaines pour en finir avec l'Europe libérale qui est au cœur de leur critique du projet européen. En tout cas, le point commun qu'on a entre LFI et l'Alliance pour Sarah Wagenknecht, c'est l'importance des leaders dans ces 2 partis. Ce sont 2 partis construits autour de personnalités, donc Mélenchon et Wagenknecht. Il y a une grande personnalisation de la politique dans ces 2 mouvements. Comment l'expliquer?
Comme vous dites, les deux occupent une place cruciale même au sein de leur parti. Et cela s'explique du fait que LFI et le BSV ont été créés précisément pour servir les ambitions personnelles de leurs fondateurs, qui se sentaient marginalisés au sein de leurs anciens partis, le PS pour Jean-Luc Mélenchon et Die Linke pour Madame Wagenknecht. Et du coup, les leaders, ils déterminent non seulement en grande partie les lignes politiques, mais également les choix personnels de leurs camps respectifs. Et leur influence est si importante qu'on peut même qualifier les deux partis de partis personnels. Et d'ailleurs, la campagne européenne illustre très bien leur rôle central, car ce sont Mélenchon et Wagenknecht qui dominent la campagne, alors que leurs têtes de liste respectifs, Manon Aubry et Fabio De Masi, pour leur donner un peu de visibilité au moins, elles sont reléguées au deuxième plan. Et en France, cette très forte personnalisation est un élément structurel de la vie politique, et cela n'a rien d'original. Et il y a plusieurs partis personnels, si vous pensez aux partis des Macron ou des Zemmour. En revanche, pour l'Allemagne, c'est très très rare, et ça témoigne, je trouve, de la position exceptionnelle qu'occupe Sarah Wagenknecht sur la scène politique allemande. Est-ce que c'est peut-être une tendance qui est censée être à long terme quelque chose que l'Allemagne va peut-être reprendre, la France? J'ai un doute parce que quand même les partis en Allemagne, ils sont structurés très différemment des partis en France. Ils jouent un rôle beaucoup plus grand qu'en France, et c'est pas si simple que ça de juste créer un parti en amont d'une élection. Je crois que c'est aussi lié au fait des systèmes politiques qui sont différents. En France, bien sûr, avec l'élection présidentielle qui est conceptualisée autour d'une personne, et en Allemagne, avec les élections législatives qui se concentrent sur des partis politiques. Du coup, là, c'est moins évident de créer un parti ex nihilo et pouvoir attendre un bon score aux élections. Alors vous nous avez expliqué ce qu'étaient ces deux gauches allemandes et françaises. On va s'intéresser désormais à ce qu'elles proposent dans le cadre de ces élections européennes. Je vous propose d'écouter Manon Aubry, c'était au journal télévisé de 20h de TF1 en France. Alors, on va revenir à votre campagne pour l'Union européenne. Regardez peut-être ce slogan, la force de tout changer. Il n'y a rien à garder dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Existe l'euro, existe le marché unique, Non, existe les traités. Non, il faut se donner la force de tout changer parce que les politiques européennes actuelles nous emmènent droit dans le mur. Je vais juste vous donner deux exemples. Le premier, c'est les politiques d'austérité qui ont été votées conjointement par les macronistes, les socialistes européens et la droite, qui nous emmènent droit dans le mur parce que, notamment, qui vont sacrifier nos services publics, nos hôpitaux et nos... Je précise que vous êtes prêt à effacer la dette. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à tous les déficits? Non, ça veut dire qu'on trouve d'autres moyens de le financer, mais je crois qu'on va y venir juste après, notamment en taxant les super profits. Et deuxième exemple de ce qu'il faut tout changer en Europe. L'Union européenne signe à tour de bras des accords de libre-échange avec le monde entier. On soumet notre agriculture, notre industrie à une concurrence déloyale. Eh bien, moi, je suis fière au Parlement européen de présider le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à ces accords. Alors contrairement à BSV qui milite pour moins d'Europe, du côté de LFI on plaide pour une autre Europe, une réforme approfondie de l'Union européenne. Simon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la vision de LFI sur l'Union européenne s'il vous plaît? Je dirais que le programme européen des Insoumis est très ambivalent. D'un côté, le parti veut moins d'Europe dans certains domaines, notamment on vient de l'entendre, ils veulent finir avec les règles budgétaires, ça c'est un point où ils veulent moins d'Europe. Et dans la campagne présidentielle de Mélenchon, par exemple, l'Europe a figuré seulement comme un obstacle potentiel à la mise en œuvre de son projet politique. Mais de l'autre côté, dans certains domaines, le parti veut plus d'Europe, par exemple dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, le LFI soutient le pacte vert pour le climat et souhaite même le renforcer par un deuxième volet plus ambitieux qui correspond à la planification écologique qui est défendue depuis longtemps par le parti. Et ce point est très intéressant, je trouve, parce que alors que le parti critique justement la restriction de marge de manœuvre des gouvernements nationaux sur le plan économique, dans la lutte contre le changement climatique, il soutient un rôle plus grand pour l'Europe. Et cette contradiction illustre bien que le discours européen du parti n'est pas toujours très cohérent. Et c'est pourquoi je ne suis pas sûr que les Insoumis aient vraiment une vision pour l'Europe, car on voit aussi bien que dans leur campagne électorale, les enjeux européens sont relégués au deuxième plan, ils sont éclipsés par la guerre en Gaza. Et en fait, Mélenchon tente de nationaliser les scrutins européens en voulant faire du 9 juin un vote des mi-mandat contre le gouvernement et contre Macron. Donc on a déjà entendu le BSV, l'Alliance Sarah Wagenknecht, est pour moins d'Europe, mais qu'en est-il en fait pour la gauche Die Linke, donc la gauche traditionnelle, Patrick Moreau? Est-ce qu'il partage cette vision que vient d'esquisser Simone Brown avec LFI?
Oui, largement. Il y a pas véritablement de différence sur ce plan. Mais je crois que le projet de madame Wagenknecht est beaucoup plus complexe, en fait. L'Europe ne l'intéresse pas au sens plein du terme. Elle a intériorisé ce qu'on a appelé la théorie multipolaire de Poutine et en définitive, sa vision du futur de l'Europe, c'est la création d'un ensemble, de type eurasien dans lequel l'Europe effectivement serait composée d'une somme d'États indépendants, mais qui serait en fait corrélée profondément au devenir de la Russie. Donc cette théorie multipolaire avec la division du monde, d'un côté les Américains, les Chinois et la Russie et l'Europe au centre, ça occupe complètement la vision future de Madame Wagenknecht. La situation actuelle, si vous voulez, de l'Europe ne l'intéresse pas. Patrick Moreau, vous venez de dire que Sarah Wagenknecht souhaite alors une Europe des nations indépendantes, donc une Europe souveraine Oui. des nations. Simone Brown, est-ce que c'est faisable, cela, sans sortir de l'Union européenne? En théorie, il est tout à fait possible de réorienter l'intégration européenne dans ce sens-là, de renforcer les droits des États-nations, de rapatrier des compétences européennes au niveau national. Mais cela dit, une telle réorientation nécessiterait une modification profonde des traités européens qui devrait à son tour être approuvé par tous les États membres au sein du Conseil européen. Et comme Madame Wagenknecht sait très bien que ces projets n'ont pratiquement pas de chances d'aboutir, je dirais que sa revendication d'une Europe des nations est plutôt symbolique et vise à convaincre les électeurs eurosceptiques, notamment ceux de l'AfD. Patrick Moreau, vous nous avez parlé du rapport de Sarah Wagenknecht avec l'Ukraine et la Russie. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle disait, c'était lors de son discours sur la campagne européenne le 24 avril dernier. L'Europe doit redevenir une puissance de paix, une force de paix dans ce monde où de plus en plus de crises et de guerres s'aggravent, ce qui fait peur aux gens. Une Europe où le langage de la guerre règne désormais. Le réarmement, la confrontation des blocs, la dissuasion, plutôt que les efforts pour trouver des solutions diplomatiques, tout cela nous préoccupe. Il faut aussi, bien sûr, une Europe sûre d'elle, une Europe souveraine qui ne soit pas broyée dans la grande confrontation entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Patrick Moreau, quand on entend Sarah Wagenknecht parler de pacifisme face au soutien militaire de l'Occident dans la guerre en Ukraine, par exemple, ça nous rappelle un autre discours. Ce discours en France, il est tenu entre autres par Marine Le Pen. En quoi, finalement, sa position est différente des autres partis, y compris du RN et de Reconquête, qui se prononcent également pour plus de pourparlers diplomatiques? D'abord, il faut revenir sur la notion de paix, enfin les visions de ce qu'est la paix pour madame Wagenknecht est quand même très spécifique. C'est en fait un héritage de ce qu'a été la stratégie communiste pendant très, très longtemps, qui a été, je dirais d'instrumentaliser les mouvements de la paix. Là aussi, on peut suivre l'évolution de la pensée de madame Wagenknecht en fonction, si vous voulez, de la modification qui intervient en Russie, dans la pensée de Poutine, lorsqu'il prend conscience que l'OTAN devient une mécanique d'encerclement, du pays et apparaît à ce moment-là la notion de défense de la Rodina, enfin de la Russie et qu'il, en définitive, il pense qu'il faut préparer la guerre. Et il faut réanimer des grands thèmes comme celle de la guerre patriotique et que c'est le seul moyen pour parvenir, si vous voulez, à une victoire pour la paix de longue durée. Donc madame Wagenknecht a intériorisé toute cette pensée de Poutine et elle affirme fondamentalement que, la guerre qui est en cours, en définitive est une guerre juste parce qu'il s'agit d'un phénomène d'agression, de l'Occident contre la Russie et si elle réclame effectivement, des pourparlers, ce sont des pourparlers dans lesquels l'Ukraine serait littéralement atomisée. Donc c'est une vision extrêmement particulière, de la notion de paix. Ceci dit, c'est un argument tout à fait central de sa politique. Elle se définit fondamentalement comme l'héritière, du mouvement de la paix, des années 80. Est-ce que c'est partagé aussi, en France par LFI et en même temps, on a l'impression que la guerre en Ukraine est un peu passée en second plan parce qu'on parle notamment de la guerre en Gaza. Pour LFI, c'est vraiment le sujet prépondérant pour la campagne européenne. Est-ce que vous partagez cette vision, Simone Brown?
Oui, du coup, en France, effectivement, la guerre en Gaza joue un rôle très important dans la campagne, notamment avec Jean-Luc Mélenchon et Rissa Hassam, une militante pro-palestinienne qui est numéro 7, je crois, de la liste, mais qui monopolise le débat des européennes, pendant qu'on vient de dire que la tête de liste, maintenant, Aubry, ne joue pas un rôle important. Et du coup, c'est vraiment la guerre en Gaza qui est le sujet en France et en Allemagne aussi, bien sûr. Le BSV et Die Linke, ils défendent les positions similaires sur la guerre en Gaza. Ils accusent le gouvernement israélien de commettre des crimes de guerre, etc. Mais dans la campagne électorale allemande, c'est vraiment la guerre en Ukraine qui est le sujet décisif. Surtout Madame Wagenknecht, elle a réussi à s'imposer comme la voix du camp politique qui plaide pour des négociations. Et en fait, il y a un certain duel à distance qui s'est installé entre Madame Wagenknecht et Marie-Agnes Strack-Zimmermann, la tête de liste des libéraux, qui, elle, est la voix du camp qui demande plus de livraison d'armes à l'Ukraine. Et je trouve que cette stratégie de Madame Wagenknecht, outre ses propres convictions politiques, s'explique en partie aussi par le fait qu'elle tente d'attirer les quelques 3 millions d'Allemands d'origine russe qui, dans leur grande majorité, sont pro-Poutine et qui ont voté aussi en grande partie AfD dernièrement. Donc le sujet de la guerre ou des 2 guerres, comme il faut plutôt, préciser, est, un des sujets, de la campagne indéniablement. Mais il y a aussi la question de la migration qui prend un peu le devant de la scène, aussi en Allemagne et c'est un des sujets aussi, centraux pour, cette nouvelle alliance, donc le Bündnis Sarah Wagenknecht. LFI et Die Linke, comme ils ont déjà été au Parlement européen, ils ont tous les 2 voté contre le pacte asile-immigration. Quelle est leur conception de la politique migratoire et peut-être aussi, en comparaison avec, justement, cette nouvelle alliance? Comme vous dites, LFI et Die Linke, ils ont dénoncé le pacte d'asile-immigration comme le symbole d'une Europe forteresse qui renforce l'hostilité envers les migrants et remet en cause le respect de leurs droits fondamentaux. Et les 2 parties ne cessent pas de rappeler que des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe. Et là, en fait, Die Linke a même choisi Carola Rackete comme tête de liste, qui était la très médiatisée capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, pour donner encore plus de visibilité à ces sujets et au destin des réfugiés. Et le BSV, quant à lui, se positionne pour une politique migratoire plus restrictive. Il demande en effet de mettre fin à l'immigration illégale et souhaite un retour à des procédures d'asile aux frontières extérieures et même dans les pays tiers. Wagenknecht a par ailleurs proposé que les déboutés du droit d'asile ne reçoivent plus de prestations sociales en Allemagne, ce qui illustre très bien le durcissement général du BSV sur cette question-là. Et ça montre aussi, monsieur Moreau, potentiellement un alignement, avec un électorat plutôt de droite conservatrice qui pourrait normalement, être susceptible de voter pour l'AfD? Actuellement, lorsqu'on fait la sociologie électorale, évidemment future, mais les sondages sont quand même assez clairs sur ce plan de l'électorat AfD, principalement pour l'instant. Elle recrute, d'anciens électeurs de Die Linke et surtout un phénomène qu'a connu aussi l'AfD dans son premier développement, ce qu'on appelle des abstentionnistes mobiles, c'est-à-dire toute une catégorie, toute une foule de gens qui n'avaient plus d'activité politique ou qui avaient quitté les activités politiques et qui décident de revenir en politique à la recherche d'un parti de représentation. Et je pense que c'est le phénomène fondamental en Allemagne. On a affaire à une recherche d'un parti à la fois de protestation et de représentation, surtout à l'Est. Et ça explique pourquoi ce développement très rapide du parti de Madame Wagenknecht dans les nouveaux Bundesländer renvoie en fait à ces 2 champs. Une vision d'un transfert, je dirais, du camp conservateur vers l'AfD, ce sont des éléments du passé. L'AfD est rentrée dans une problématique de crise. Alors vous allez en traiter, certainement la semaine prochaine, mais fondamentalement, l'AfD est en situation de conflit interne de nouveau et il devient de moins en moins attractif et il le sera de moins en moins à l'avenir, même si ses résultats électoraux resteront quand même relativement bons, au lendemain des élections européennes. On a vu dans l'épisode sur les libéraux qu'ils avaient, libéraux français et allemands, des approches assez différentes par rapport à l'économie de marché. Est-ce que les gauches allemandes et françaises ont elles aussi cette différence de rapport par rapport à l'économie de marché? La politique de Madame Wagenknecht est très, très claire. Alors, sur le plan théorique, c'est un petit peu les positions de Piketty en France, hein.
Donc, c'est à peu près très clair, c'est une forme d'anticapitalisme et surtout d'anticapitalisme international, c'est-à-dire la présence américaine et cetera. Dans son programme économique, parce qu'elle a quand même un programme économique, elle est économiste de formation, en dehors du fait qu'elle est aussi philosophe, c'est fondamentalement une politique de dénationalisation, c'est-à-dire le retour, en fait, éviter le départ des industries, allemandes en direction de la Belgique ou, de l'Asie. Elle veut fondamentalement restructurer et aider, je dirais, les entreprises moyennes qui ont été, la colonne vertébrale de l'économie allemande. Elle veut un soutien, par exemple, à la paysannerie, mais pas un soutien qui va dans le sens de l'écologie. Il faudra revenir sur la problématique écologique qui est très intéressante. Hem et fondamentalement, je dirais, c'est un programme de refondation de l'économie allemande dans sa période forte des années 60-70. Alors que LFI s'en occupe pas vraiment, si vous voulez. L'approche de LFI sur les questions économiques est tout autre. Elle est en rapport avec l'écologie, elle est en rapport avec les inégalités sociales, et cetera. C'est pas véritablement la thématique de Madame Wagenknecht qui, de manière très, très claire, veut réanimer l'industrie allemande pour en faire une force, un retour en force, si vous voulez, sur ses positions antérieures. Donc vous venez de dire que ce n'est pas le sujet phare de LFI, tout ce qui est le volet économique, mais quant à la question écologique, ils veulent atteindre une neutralité carbone en 2040, comparé à l'Union européenne qui s'était fixé comme objectif d'y arriver en 2050. Donc est-ce qu'on peut dire que LFI, c'est le nouveau parti écologiste, même plus que les écologistes en France, Monsieur Moreau? Bah, je ne suis pas un spécialiste de LFI, mais pour ce qui est de Madame Wagenknecht, une chose est sûre, c'est qu'elle est très hostile à l'écologie politique. Elle fait cette distinction qui est devenue d'ailleurs très intéressante sur le plan politique parce qu'il y a un conflit entre les Verts et maintenant ce qu'on appelle les écologistes, une partie du courant écologiste traditionnel. Fondamentalement, elle considère que toutes les mesures qui ont été proposées ou l'essentiel des mesures qui ont été proposées par les Verts en Allemagne et partiellement réalisées est un non-sens. Donc sa vision de l'écologie politique est assez, je dirais, différente de celle de LFI, incontestablement. Donc on peut clairement y voir, une des différences majeures aussi entre ces différents partis et il en suit la question à quel point justement il va y avoir, un regroupement en fait, de la composition des groupes politiques au Parlement européen, donc de la gauche au Parlement européen et qu'on vient de rappeler que c'est Die Linke, donc la gauche qui siège avec LFI dans le même groupe, NGOE et maintenant il y a cette nouvelle force qui se présente. Simone Braun, comment cette émergence donc de BSV va se répercuter, sur le fonctionnement à Bruxelles pour l'instant? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des changements qui ont été annoncés? Alors je crois que LFI et Die Linke ils vont rester au sein de leur groupe, d'autant plus que ces groupes est actuellement co-présidé et continuera probablement d'être co-présidé par 2 politiciens de LFI, la Linkspartei, c'est-à-dire par Manon Aubry et Martin Schirdewan. Cela dit, la situation du groupe de gauche au Parlement européen est assez compliquée, car c'est pas seulement le groupe parlementaire le plus petit, mais aussi un des groupes les plus hétérogènes. Car au fait, ces 37 députés appartiennent à 20 partis nationaux de 13 pays différents, ce qui fait du groupe celui qui a le ratio le plus faible des députés par délégation nationale. Et on imagine bien que face à cette fragmentation, il n'est pas toujours facile de trouver des consensus politiques au sein du groupe. Je pense que Madame Wagenknecht a très clairement, pris position. Elle quittera, ce groupe et va tenter, avec un certain nombre de députés, je dirais, qui viennent en particulier du champ nordique, de créer un nouveau groupe autonome. Il faut voir que l'expérience de Wagenknecht intéresse beaucoup les partis post-communistes au niveau européen. On en discute beaucoup, beaucoup, beaucoup et fondamentalement, je pense que si elle, réussit sa politique, d'expansion et qu'elle réussit à avoir un certain nombre de députés plus tard au Bundestag, qu'elle devienne une force politique qui sera inclue dans un certain nombre de processus gouvernementaux, que ce soit au niveau local et peut-être au niveau national, on n'en sait rien. Qu'en définitive, elle pourrait, au niveau européen, constituer un groupe relativement
puissant, alors évidemment limité en taille, mais je dirais que toutes les chances lui sont données. Donc est-ce qu'elle va majoritairement piocher dans les anciens partis qui font donc, à nos jours partie de ce groupe, de la gauche au Parlement européen? Ou est-ce qu'elle va aussi essayer de convaincre ceux, qui sont, ce qu'on appelle des non-inscrits ou d'autres, groupes? Simone Brand, vous voulez rajouter quelque chose aussi? Oui, tout à fait. Je crois que les BSV vont à la fois vouloir se rapprocher des partis nordiques, des partis verts. Aussi, ils ont déjà apparemment commencé des discussions avec les mouvements à 5 étoiles en Italie, qui par exemple est parmi les non-inscrits. Mais au fait, les conditions pour former un groupe au Parlement européen risquent de poser un problème pour les BSV, car pour former un groupe, il faut 25 députés d'au moins 7 États membres. Tout à fait. Et là, j'ai un doute si Madame Wagenknecht va réussir à convaincre suffisamment de partis, de partenaires, de former un groupe. Ça reste à voir, ça dépend bien sûr aussi du résultat des européennes. Mais personnellement, j'ai un doute qu'elle va réussir. Et dernière remarque, je crois aussi, compte tenu du renforcement probable de l'extrême droite, on peut aussi se demander dans quelle mesure une nouvelle fragmentation de la gauche serait productive ou même souhaitable au niveau européen. Merci Patrick, merci Simon, merci Jeannette et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Europa 2024.